Parfois, je me demande si l'humanité n'est pas juste une vaste blague cosmique, une expérience de laboratoire ratée où le scientifique a oublié de nettoyer la boîte de pétri. On s'agite, on accumule, on pêche et on s'étonne que ça sente le rance à la fin. C'est comme essayer de faire une omelette avec des œufs pourris. Tu peux rajouter autant de ciboulettes que tu veux, ça reste infâme. Le monde est une décharge et nous en sommes les joyeuses mouches. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Seven, un film où la joie de vivre est aussi présente qu'un menu vegan dans un barbecue texan. Seven, c'est donc 2 heures et 7 minutes de pur bonheur viscéral, réalisé par un certain David Fincher en 1995, troisième opus de ma propre pentalogie sur la pluie, après Memories of Murder de Bong Joon-ho, Blade Runner de Ridley Scott et avant Jurassic Park et Chantons sous la pluie, on continue à se faire mouiller. Bref, Seven, c'est donc l'histoire de deux flics, Somerset, Morgan Freeman, la sagesse fatiguée en imperméable, et Miles, Brad Pitt, la fureur impulsive en blouson. Ils tentent de résoudre une série de meurtres artistiques. Le tueur John Doe est un esthète du crime qui utilise les 7 péchés capitaux comme une checklist de course. Il ne tue pas par plaisir, mes petits bouffeurs de popcorn. Non, non, non. Il tue par conviction théologique. C'est un concept, c'est sombre, c'est sale et ça sent l'humidité jusque dans ton salon. Le pitch est donc simple, mais l'exécution est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie macabre. C'est le genre de film qui te donne envie de te doucher à l'eau de Javel après l'avoir vu. C'est le summum du thriller nihiliste, un monument du cinéma qui n'a pas pris une ride, contrairement à ton oncle raciste à Noël. D'ailleurs, si tu aimes l'odeur du napalm au petit matin ou celle de la pourriture urbaine le soir, abonne-toi, lâche un pouce, c'est gratuit et ça fait moins mal que de mourir à manger trop de pâtes. David Fincher, le nom à lui seul suffit à faire trembler les équipes de tournage et à donner des cauchemars aux producteurs. C'est l'homme qui refait 70 fois la même prise d'un acteur qui ferme une porte juste parce que le clic n'était pas assez satisfaisant. C'est un maniaque, un obsessionnel, un dictateur de l'image, comme beaucoup de grands réalisateurs, vous allez me dire. Et vous n'aurez pas tort. Mais Seven, c'est son chef-d'œuvre de contrôle absolu. Il vient du clip musical, là où il fallait condenser une ambiance en 3 minutes pour MTV. Avec Seven, il a 2 heures pour te plonger dans une sorte de choléra visuel et il ne s'en prive pas. Sa mise en scène, c'est de la haute voltige appliquée à un abattoir. C'est précis, froid, clinique. Il n'y a pas de plan au hasard, pas une lumière qui ne soit pas là pour t'oppresser. Il filme la ville comme un organisme malade en phase terminale, où chaque coin de rue est une infection potentielle. Dès le générique d'ouverture, réalisé par un certain Kyle Cooper, c'est brillant, c'est comme regarder des bactéries peu ragoûtantes au microscope et trouver ça finalement beau. Cooper n'est pas un graphiste, c'est un exégète du chaos qui a condensé toute la psyché de John Doe, le méchant, en 1 minute et 42 secondes de pur traumatisme visuel et sonore. Il vient du design de titre et ça se voit. La typo est à l'époque ultra moderne, mais aussi elle a ce côté crade et usé, un peu cyberpunk. Pour comprendre pourquoi ce film transpire la dépression clinique par tous les pores, il faut se pencher sur le cas d'Andrew Kevin Walker. Le mec n'a pas écrit un scénario, il a purgé ses démons sur du papier jauni. À l'époque, il bossait dans une boutique de disques à Tower Records en plein cœur du New York, près de Giuliani, qui ressemblait plus à une annexe de l'enfer qu'à une destination touristique. C'est là, entre 2 clients impolis et l'odeur de pisse des métros, qu'il a pondu cette structure narrative en forme de liturgie funèbre. Walker, c'est l'homme qui a eu le courage de dire non à tous les producteurs qui voulaient une fin heureuse avec une poursuite en bagnole et un sauvetage héroïque à la dernière seconde. Son écriture est une critique de la haine urbaine, un texte où chaque ligne de dialogue entre Somerset et Miles est une pierre jetée dans le jardin de l'humanisme. Il a construit une mécanique de précision où le spectateur est pris au piège d'une logique implacable. On ne cherche pas un coupable, on attend une révélation. Son CV, parsemé de collaborations avec Fincher, The Killer ou Schumacher avec 8 mm, prouve une chose. Walker ne sait pas écrire le soleil. Il ne connaît que la pluie et la certitude que peu importe la direction que vous prenez, le terminus est toujours un cimetière. Et parlons de Darius Khondji. Le mec n'est pas un directeur de la photo, c'est un chimiste génial. Il a signé la photo de films sublimes visuellement, comme La Cité des enfants perdus,
Lost City of Z, Uncut Gems ou plus récemment Mickey 17 ou Marty Suprême. Il a sculpté la lumière de Seven avec du désespoir et du goudron. Il a utilisé un procédé de traitement de la pellicule, le blanchiment partiel, pour saturer les noirs et affadir les couleurs. Il faut savoir que quand il tournait en pellicule, il avait l'habitude d'arriver au labo avec ses propres produits pour développer en partie lui-même ses rushs avec ses propres mélanges chimiques. Résultat, on dirait que le film a été trempé dans du café noir et du sang séché. Il y a peu de lumière naturelle dans Seven, juste des ampoules à nu qui grésillent, des néons fatigués qui clignotent et des torches qui percent l'obscurité comme des scalpels dans la chair pourrie. C'est claustrophobique, c'est sublime, c'est comme être enfermé dans un cercueil avec une lampe de poche et se rendre compte que la pile faiblit. Les décors d'Arthur Max, eux, sont une ode à l'insalubrité. Chaque appartement est un taudis saturé d'humidité et de déchets. Chaque scène de crime est une installation artistique macabre, méticuleusement orchestrée par Doe pour un public d'autopsistes. La musique d'Howard Shore est une nappe sonore dissonante, angoissante, qui te grignote les nerfs comme des rats sur un cadavre. Il n'y a pas de thème mélancolique pour te rassurer, juste une présence oppressante qui te rappelle que, peu importe ce que tu fais, John Doe a déjà 3 coups d'avance. Et si vous doutiez encore de la démence clinique qui anime cette production, penchez-vous sur les carnets de John Doe. On ne parle pas ici de 3 accessoires en carton-pâte, griffonnés par un assistant en fin de droit. Non, Fincher a exigé la création de 2000 carnets intimes. Chaque page, chaque ligne, chaque collage de scènes de crime a été réalisé manuellement pendant 2 mois de travail acharné. On a dépensé plus de 15 000 $, le prix d'une berline honnête de l'époque, pour des objets que l'on ne voit à l'écran que quelques secondes. C'est brillant de maniaquerie, c'est la démence, le mal absolu couché sur du papier. Un travail si sombre d'ailleurs que l'équipe artistique aurait fini par faire des cauchemars à force de penser comme Doe. C'est ce souci du détail invisible qui transforme un simple film de genre en une expérience sensorielle traumatisante. Même si tu ne lis pas chaque mot, tu ressens le poids de cette folie accumulée. Enfin, n'oublions pas le montage de Richard Francis Bruce. Il ne te laisse pas le temps de respirer, c'est comme une série d'uppercuts dans la mâchoire qui te font cracher tes dents les unes après les autres. Tu penses avoir vu quelque chose, mais tu l'as surtout imaginé. Car Fincher, ce malin, ne te montre presque rien du gore. Il te montre juste les conséquences, le résultat final, la sculpture. Et c'est bien pire, ta propre imagination fait le sale boulot, c'est du sadisme pur, mais appliqué au montage. C'est brillant. On rajoute à tout ça le design sonore de Ren Klyce, le bruit de la ville malade qui te grignote l'âme. C'est le bourdonnement dissonant des néons blafards, le cliquetis incessant de la pluie, le grésillement des radios de police. C'est une nappe sonore oppressante qui te colle à la peau comme la sueur froide dans un métro bondé. C'est l'opposé d'une bande-son de blockbuster pour t'exciter. C'est une bande-son pour te faire vomir tes certitudes. Il n'y a pas de thème héroïque pour te rassurer, juste une présence acoustique angoissante qui te rappelle que peu importe où tu te caches, John Doe est déjà là. Et qui de mieux pour incarner cette angoisse que Morgan Freeman? C'est William Somerset, la sagesse fatiguée, l'homme de la raison qui cherche désespérément un motif dans l'absurdité du mal. Sa performance est d'une retenue magistrale, c'est un phare dans l'obscurité, non pas parce qu'il a la solution, mais parce qu'il a la méthode. Il est celui qui comprend que pour vaincre John Doe, il faut d'abord comprendre son langage, son érudition. C'est un bibliophile érudit dans un monde qui s'effondre. Freeman, avec sa voix grave et ses silences pesants, incarne l'archétype du flic usé par la crasse urbaine. C'est le genre d'homme qui préfère la divine comédie à un beignet. C'est un anachronisme vivant. Face à lui, Brad Pitt, c'est David Miles, la fureur impulsive, l'idéalisme naïf et arrogant qui croit que le mal peut être vaincu par la force. Il est l'homme de l'action, de l'instinct, il méprise la paperasse et la littérature, préférant se fier à ses tripes. Son idéalisme est touchant de bêtises dans cet environnement fétide. Pitt incarne parfaitement cette vitalité juvénile et cette impulsivité dangereuse. Il est le bras armé, l'outil que Doe va chercher à briser. L'opposition est formelle, Somerset lit la divine comédie à la lumière de la lune, Miles se bat sous la pluie battante. C'est le choc entre la sagesse fatiguée et la fureur impulsive, et Doe en est l'arbitre sadique.
Tracy, Gwyneth Paltrow, avant de vendre des bougies au parfum de son vagin, oui, allez voir sur internet, vous verrez, incarnait la pureté fragile dans ce cloaque. Elle est la lumière vacillante de l'ignorance qui ignore encore qu'elle est déjà condamnée par la simple topographie du récit. Sa présence est une respiration factice, une bulle d'oxygène dans une chambre à gaz. Fincher l'utilise comme un outil de torture émotionnelle pour le spectateur et pour Miles. C'est brillant de cruauté, elle n'est pas un personnage, elle est un enjeu sacrificiel. C'est l'agneau mystique qu'on engraisse avant le barbecue théologique de dos. C'est sublime de sadisme narratif. Et puis il y a lui, l'innommable Kevin Spacey. Le mec dont le CV, hors caméra, est devenu plus terrifiant que ses rôles, ce qui est une performance en soi. Ici, il est John Doe, le mal absolu, mais cultivé, érudit et calme. Il n'apparaît que tardivement, mais son ombre plane sur chaque plan, chaque cadavre, chaque ligne microscopique de ses carnets de notes. Spacey ne joue pas un tueur, il joue une conviction théologique incarnée. Ce mal cultivé, argumenté, c'est ce qui fait que dans Seven, ça n'est pas le mal ordinaire, c'est le mal théologique, l'exégèse de la chair. C'est le cousin germain du Silence des agneaux 1991 de Jonathan Demme, mais sans le raffinement élitiste d'Hannibal Lecter. John Doe n'est pas un esthète du Chianti, lui, c'est un puritain fanatique qui trouve que la ville est une infection et qu'il en est le médecin, le remède. Il a refondé les codes du thriller criminel pour les décennies à venir. Alors, est-ce que c'est parfait? Eh ben presque. Si on veut chipoter, et on veut toujours chipoter parce que c'est mon job, la révélation de l'identité de John Doe via une bête plaque d'immatriculation est un peu faiblarde pour un génie du crime qui a planifié son coup pendant 1 an. C'est comme si Sherlock Holmes résolvait une affaire parce que le tueur a laissé sa carte de visite sur le cadavre. Alors même si on peut penser que c'est fait exprès, puisque ça permet d'enchaîner sur le final le plus traumatisant de l'histoire du cinéma, alors on pardonne. Au final, Seven n'est pas juste un film sur un tueur en série méticuleux, c'est un constat d'échec de la civilisation occidentale, un requiem pour l'âme humaine noyée dans la fange urbaine. Fincher ne nous offre aucune rédemption, aucun espoir, juste une fin qui t'écrase la gueule contre le sol poussiéreux d'un désert chelou et te laisse là, pisseux et tremblant. C'est brillant de nihilisme théologique, John Doe a gagné, non pas parce qu'il a tué des pêcheurs, mais parce qu'il a réussi à faire de David Miles, l'idéaliste naïf et arrogant, le dernier instrument de sa propre damnation. L'arme du crime n'est pas le couteau ou le pistolet, c'est la fureur impulsive de Miles, soigneusement cultivée par Doe pendant tout le film. C'est sublime de sadisme narratif, et si l'on gratte un peu la croûte d'humidité et de pourriture, qu'est-ce que Seven raconte philosophiquement, à part que la vie est une infection sexuellement transmissible qui finit mal. Il raconte l'échec de la raison face au sacré dévoyé. John Doe n'est pas un fou et sa philosophie n'est pas nihiliste. Elle est profondément religieuse, mais inversée. Il ne détruit pas pour détruire, il détruit pour donner un sens sacré à une existence qu'il juge profane et déchue. Il ne s'agit plus de comprendre le mal, mais de le contempler comme une vérité supérieure, une sculpture d'une doctrine corrompue. Le film est une lutte existentielle où la raison perd, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est désarmée face à un sacré qui ne s'encombre plus de morale. Encore une fois, c'est brillant. Si, après tout ça, tu as encore de l'appétit pour de la pourriture urbaine cultivée, je te recommande chaudement Henry, Portrait of a Serial Killer, 1986, de John McNaughton. C'est de la violence brute, réaliste, sans esthétisation, juste de la laideur. Cure 1997 de Kiyoshi Kurosawa, c'est comme Seven mais sans la pluie, mais avec une touche de possession hypnotique nippone qui te donne envie de te passer les yeux et les oreilles au désinfectant. Et bien sûr, Le Silence des agneaux 1991 de Jonathan Demme. À bientôt pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi, et d'ici là, fais gaffe à ce que tu commandes sur Amazon, on n'est jamais à l'abri d'un petit colis surprise.